Hello, everyone, and welcome. Bonjour à tous, soyez les bienvenus à cette séance du dialogue à l'action, faire avancer la coopération numérique de par les régions et les groupes de parties prenantes sur la base des résultats de nos volets parlementaires 2024 et à l'issue des conversations de ces 2 jours. C'est une discussion à laquelle nous vous invitons aujourd'hui pour avoir la possibilité de discuter avec les parlementaires, les parties prenantes, pour décider comment nous pouvons rendre des opérations plus simples dans les opérations que vous faites au quotidien et dans vos juridictions chez vous. Tous les groupes ont la possibilité de proposer des approches collaboratives pour construire un nouveau système de fonctionnement et de gouvernance numérique. Je m'appelle Jennifer Chung, je viens de Dot Asia et je travaille aussi au sein du groupe MAG de cette année et nous allons passer maintenant environ 90 minutes ensemble et nous avons de l'interprétation en français, espagnol et anglais. Il s'agit d'un dialogue ouvert, comme je vous le disais. Nous n'avons pas de panélistes. Nous avons des membres de l'équipe avec des micros. Donc, si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas, vous pouvez lever la main. Un petit rappel, les séances précédentes auxquelles vous avez pu assister ont inclus beaucoup d'experts de la communauté technique, du secteur privé, des organisations intergouvernementales, des membres du Parlement. Et je sais que vous attendez un dialogue ouvert, que vous êtes impatient de contribuer à cette discussion. Nous avons discuté des tendances sur la liberté d'expression, sur la transparence, mais aussi sur les effets néfastes que peuvent revêtir les contenus numériques. Nous avons différents membres ici. Je vois des représentants du secteur privé, de OpenAI, par exemple, de Google, de Meta, de la communauté technique. J'ai vu la Fondation Epinétique, j'ai vu d'autres, RIPE-NCC, je crois. Nous avons ISOC, nous avons aussi la société civile et le monde académique avec le conseil AFOSIC et nous avons le conseil de supervision et nous avons des membres d'organisations gouvernementales. Nous avons l'Union africaine, la GIZ, le PNUD, l'UNESCO, l'UNICEF, ainsi que les associations parlementaires. Avant de lancer la discussion, nous avons certains principes sur lesquels je pense qu'il est intéressant de revenir. Et après la discussion en volée parlementaire d'hier et d'aujourd'hui, comment pouvons-nous rendre plus opérationnelles des politiques concrètes, inclusives et collaborative. Est-ce que vous avez des suggestions là-dessus? Comment pouvons-nous rendre ces approches constructives et utiliser des étapes pratiques pour la coopération avec les membres de Parlement, avec les autres parties prenantes au-delà du travail dans le groupe IGF? Sans plus attendre, je vous invite à prendre la parole. Si vous souhaitez, veuillez s'il vous plaît faire passer les micros. Est-ce que je dois me lever, me retourner? Bonjour. Olaf Kolakman. Je suis responsable de la politique Internet à la Société pour l'Internet, c'est-à-dire, c'est un titre un peu pompeux. Au sein de la Internet Society, nous tentons d'opérationnaliser les opérations avec les preneurs de décisions politiques et ce depuis que nous existons. Et l'une des manières dont nous avons procédé pour mettre ceci en place, et il y a différentes pistes que nous avons empruntées, c'est en finançant et en donnant la possibilité, en formant des manifestations IGF au niveau national et régional. C'est dans le cadre de ces
réunion que on peut discuter de ces thèmes, les ramener ensuite à l'échelle nationale. C'est un petit peu le lieu où se discutent les dernières tendances. On a la possibilité de faire le tri au niveau international et la plupart des technologies que nous utilisons aujourd'hui sont des technologies internationales, des logiciels qui sont développés de manière mondiale et l'Internet en soi est un concept international dans l'intégralité de ces réseaux, mais au niveau local, il est tout à fait possible que nous disposions de différentes approches, normes et manières dont nous organisons nos sociétés. Aussi, ce qui fonctionne dans certains lieux peut aussi fonctionner dans d'autres régions. C'est pourquoi je pense que c'est les nouveaux groupes IGF nationaux, la manière dont nous rendons opérationnel ce travail est très intéressant parce que cela peut être ramené à des exemples sur la manière dont nous pouvons collaborer. Et ces aspects relatifs à l'opération, c'est-à-dire la manière dont vous travaillez au niveau local avec vos juridictions, peuvent être utilisés par d'autres. Mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Je serais ravie de répondre aux questions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup, Olaf de Internet Society. Raoul, du secteur privé, souhaitez-vous réagir? Bonjour à tous. Merci beaucoup pour votre invitation à participer à cette séance. Je m'appelle Raoul, je suis directeur exécutif de l'association Internet en Amérique latine et notre nature, c'est la possibilité de collaborer avec les gouvernements, trouver des points d'entente avec les législateurs. Comme l'a dit Olaf, nous avons une branche nationale, une branche régionale pardon, de l'IGF, mais aussi des branches nationales dans nos différents pays. Le travail que nous faisons avec les gouvernements pour l'instant est relativement limité. J'espère que c'est quelque chose qui va changer et que nous pourrons disposer d'une plus grande participation au travail avec des parlementaires. Pour l'instant, comme je le disais, il y a encore du pain sur la planche pour que les gens comprennent ce qu'est l'IGF, ce que sont les IGF locales ou nationales. Nous tentons de promouvoir d'autres possibilités de rentrer dans la collaboration, d'occasions de travailler ensemble. Récemment, nous avons organisé une réunion au Mexique avec 30 parlementaires de la région, des collègues d'Uruguay, se sont joints à nous au cours de cette manifestation et nous avons beaucoup d'espoir. Nous pensons que nous sommes en train de construire quelque chose sur le socle que nous avons déjà établi et à l'avenir, nous souhaiterions avoir de plus grandes priorités. Il y a une autre initiative que j'aimerais mentionner, si vous le permettez, c'est je pense que nous pouvons être optimistes étant donné que nous avons diverses initiatives de coopération dans la région. L'une des choses que nous avons apprises, l'un des enseignements que nous avons tirés dans le cadre du travail de l'IGF au cours des dernières années, c'est que la sagesse et l'expertise est très éparpillée. Et c'est seulement avec la participation de tout un chacun que nous pourrons développer les meilleures politiques possibles, mais aussi au bon moment, parce que le temps, l'aspect temporel, est également essentiel. Et je pense que cela doit être l'un des arguments qui doit être avancé également. Pour les personnes qui travaillent dans le secteur d'Internet, je pense qu'il est nécessaire de trouver des consensus. Nous avons beaucoup travaillé
jusqu'au moment où nous nous sommes aperçus que nous avions atteint un bon consensus. Nous fonctionnons différemment selon les contextes politiques dans lesquels nous travaillons, et nous essayons de couvrir la majorité. C'est ça la règle de la démocratie. C'est pourquoi il faut que ces deux approches soient associées et que nous tentions de produire les meilleurs résultats possibles dans ce travail de collaboration. Merci beaucoup. Merci pour avoir mis l'accent sur l'aspect collaboratif. Nous avons maintenant un participant du Timor-Leste. Merci. Je m'appelle Abel da Silva du Timor-Leste. Je suis président d'un comité sur l'information dans notre Parlement et je représente les pays en développement. Pour rebondir sur ce qui a déjà été dit par les deux intervenants précédents, permettez-moi de proposer 3 points principaux à traiter ici. Comment améliorer la collaboration multipartie prenante, parce que nous venons de différents contextes. Nous avons Google parmi nous, les grandes entreprises technologiques qui représentent certains aspects. Nous avons des gouvernements, nous avons des ONG, nous avons des universitaires. Et je pense que parfois, nous avons des intérêts qui sont conflictuels. Et par conséquent, il est important que nous discutions de manière très ouverte sur ces différents thèmes. Je pense que nous devrions avoir des groupes spécialisés sur l'intelligence artificielle pour améliorer nos capacités à travailler ensemble. Ou des groupes sur l'intelligence artificielle, mais aussi sur les politiques de la vie privée, la mésinformation, la désinformation, etc. Je pense qu'il est nécessaire aussi que nous ayons une harmonisation régionale plus vaste, parce que lorsqu'on travaille avec des pays du monde occidental, les capacités sont bien plus développées pour la mise en place des cadres juridiques. Mais si vous tenez compte du contexte dans lequel je travaille au Timor-Leste, les capacités sont très limitées. C'est pourquoi ce type de mécanismes peuvent nous aider, à mon sens, à mieux planifier, à mieux développer nos capacités. Et la dernière chose que j'aimerais déclarer, c'est que pour avoir une intelligence artificielle plus transparente, et cela revient à notre visite au Parlement de Norvège, ils ont présenté quelque chose de particulièrement intéressant, c'est-à-dire une intelligence artificielle qui soit plus transparente. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle représente une boîte noire. On ne sait pas comment on arrive à quelle conclusion. C'est pourquoi nous sommes très suspicieux, nous sommes très inquiets. Mais si nous pouvons développer une technologie qui soit transparente, on aura beaucoup moins de craintes et de préoccupations vis-à-vis de cet outil et de cette machine et de la manière dont elle arrive à telle ou telle conclusion. Voilà l'effort que je voulais évoquer. Et dernier élément d'information, je crois qu'il est nécessaire aussi que nous augmentions les efforts pour renforcer les capacités des parlementaires dans les processus numériques. Encore une fois, fort du contexte duquel je viens, Timor-Leste, mais aussi d'autres pays où on a besoin de ces capacités, je pense que c'est absolument essentiel. Je vous remercie. Merci pour tous ces commentaires. Comme vous l'avez dit, même dans un modèle multi-parties prenantes, il y a parfois des conflits d'intérêts et c'est là qu'il est nécessaire de mettre en place un dialogue très ouvert, surtout s'il y a des intérêts conflictuels et surtout dans un secteur tel que celui de l'intelligence artificielle. Je passe la parole à présent à Raj. Merci Jennifer. Raj Singh, je travaille à l'EPINEC, qui est un service qui travaille sur
sur le numérique. Vous le savez, l'Asie-Pacifique est une région très diversifiée. Nous avons des économies très avancées, mais aussi les moins avancées au niveau de notre économie. Donc la région représente un défi et j'ai écouté mon collègue de Timor-Leste. Et il y a deux petites choses que j'aimerais vous dire. En tant que preneur de décision politique, vous avez une responsabilité de créer des résultats, de générer des résultats pour les citoyens. Mais je vous invite fortement à consulter des experts techniques de par le monde qui sont là pour vous appuyer, pour vous soutenir dans cette prise de décision. Et ce n'est pas seulement le cas en Asie-Pacifique, mais partout dans le monde, il y a des décisions politiques qui sont prises au niveau politique, mais qui ne tiennent pas compte des composantes techniques de l'interopérabilité, que ce soit pour l'intelligence artificielle ou d'autres outils que nous utilisons aujourd'hui. Par conséquent, lorsqu'on travaille sur Internet et quand on s'attaque aux problèmes qu'elle peut représenter, on est devant des soucis que parfois nous ne sommes pas en mesure de résoudre. C'est pourquoi il faut que nous arrivions à tendre la main vers nos partenaires technologiques pour qu'ils puissent nous aider et nous apporter leur soutien. Alors, effectivement, il y a des défis sur les couches supérieures d'Internet, sur les applications que nous utilisons, les services que nous discutons, mais il faut que les décisions que nous prenons à haut niveau ne touchent pas l'infrastructure de base de l'Internet. Et encore une fois, je crois qu'il faut le reconnaître et en avoir bien conscience. Les orateurs précédents, mes collègues, ont parlé de l'aspect plus local de l'IGF. Nous soutenons ce développement depuis le début, mais il y a aussi d'autres groupes qui travaillent dans les différentes régions, qui sont des groupes du secteur privé, du secteur public, des universités qui gèrent des réseaux avec lesquels nous travaillons tous les jours. Et ils se retrouvent à des réunions pour résoudre des problèmes techniques. Et dans la plupart de vos économies, vous avez certainement ce type de groupe coopératif qui vous permettront de mieux comprendre les technologies, les implications politiques et comment ces implications politiques affectent aussi l'aspect plus technique du fonctionnement. Mais j'aimerais aussi lancer un appel à mon collègue du Timor-Leste pour que nous discutions autant si cela est possible. Oui, je suis tout à fait d'accord. Il est très important de tenir compte de l'aspect technique des infrastructures critiques d'Internet. Et je crois que nous avons aussi un parlementaire au fond de la salle qui a demandé la parole. Merci. Anna Luhrmann, membre du Parlement en Allemagne. Et depuis hier, je réfléchis à un commentaire qui a été fait par un collègue du Kenya dans la grande salle de plénière. Il a lancé un appel en faveur d'un forum de l'IGF pour nous soutenir, les députés, afin que nous arrivions à mieux traiter les rapports de force qui existent aujourd'hui, parce que aujourd'hui, c'est les grandes entreprises de la technologie qui portent le pouvoir, qui ont le monopole dans la plupart des secteurs. Et nous, en tant que gouvernements nationaux, en tant que système des Nations Unies, nous ne disposons pas de pouvoir. Et ça, je crois que c'est un problème fondamental auquel nous devons nous atteler, nous, les parlementaires, et comment nous pouvons utiliser l'IGF ou comment nous pouvons profiter d'autres outils pour traiter ce problème-là, pour que nous soyons ceux qui puissent faire entendre la voix des citoyens et qui puissent aussi avoir un peu des leviers vis-à-vis des entreprises de technologie lorsqu'elles jouent avec nous, entre guillemets, c'est-à-dire lorsqu'elles menacent de quitter tel ou tel pays, d'utiliser d'autres tactiques, parce que parfois il y a des menaces qui sont proférées et je crois que c'est nécessaire que nous traitions cela lorsqu'il s'agit des crimes de haine, lorsqu'il s'agit
du colonialisme numérique. Ça, c'est une préoccupation clé pour beaucoup de collègues du continent africain. Et j'aimerais que cela fasse aussi l'objet d'un débat en tant que parlementaire, et tout en maintenant la technologie, Internet, sur laquelle tout repose, mais en proposant aussi une plateforme où nous serions libres de nous exprimer en toute sécurité et que les gouvernements nationaux, les organisations internationales ne limitent pas la liberté d'expression, mais au contraire qu'on ait une, une arène beaucoup plus vaste dans laquelle chacun et chacune se sentirait en mesure de s'exprimer, peu importe son orientation sexuelle, le lieu dont ils viennent, etc. Donc je suis là avec vous aujourd'hui pour créer ce type d'enceinte. Merci, c'est un commentaire très important, donc de gérer ce déséquilibre des pouvoirs ou ces rapports de force qui ne sont pas toujours très équitables dans la manière dont nous dialoguons, et justement de mettre en place un dialogue beaucoup plus équilibré. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut peut-être mettre en place, et que nous ayons une meilleure intégration du travail qui est fait aussi avec les parlementaires. J'ai Rodrigo d'Uruguay sur notre liste. Est-ce que je peux m'exprimer en espagnol? Après avoir écouté les différents commentaires et compte tenu de ce que nous savons déjà sur les défis auxquels nous sommes confrontés, je pense que les parlements ont besoin d'avoir un ordre du jour plus spécifique et que des activités soient coordonnées. Toutes les questions que nous voyons aujourd'hui doivent faire l'objet d'une discussion au sein des parlements. Et pour cela, nous avons besoin de surmonter la défiance qui existe aujourd'hui, changer les paradigmes que nous avons au sein des parlements aujourd'hui, et de devenir plus proactif, moins réactif. Ne pas tenter de contrôler tout ce qui se passe et tout ce qui concerne l'aspect Internet, mais de trouver un espace au sein du Parlement qui nous permette de remettre en question ou de surmonter ces différents défis. Permettez-moi de partager avec vous une expérience que nous avons faite en Uruguay. Je sais qu'elle a été répétée dans d'autres parlements. C'est le comité pour l'avenir. Nous avons identifié un modèle qui met en pratique cette approche multi-parties prenantes, mais aussi euh, la possibilité de travailler en toute transparence dans la gouvernance participatoire, qui nous a permis de surmonter la fracture entre la gauche et la droite, par exemple. Et j'aimerais inviter tous nos amis parlementaires, tous ceux qui sont dans la salle aujourd'hui, à peut-être considérer ce type de modèle. Je sais que dans certains hémicycles, c'est déjà comme cela qu'on fonctionne, mais cela permet aux différentes parties prenantes, nos alliés, mais aussi le secteur privé, le monde universitaire, d'être mieux intégrés dans ces espaces de manière permanente. Pas seulement comme un invité une occasion donnée, mais quelqu'un qui soit invité sur le plus long terme et qui donne vraiment la possibilité de s'exprimer devant le Parlement, qui est un espace démocratique, le meilleur espace à mon sens pour traiter ces différentes questions. Mais encore une fois, en partant d'un autre paradigme, c'est-à-dire la possibilité de traiter ces questions de manière directe. Nous savons que l'approche multi-parties prenantes est essentielle. Nous le voyons au sein de nos activités, et nous voulons avoir une gouvernance plus participatoire. Et comme je l'ai dit, c'est quelque chose qui est déjà fait dans plusieurs parlements, et nous remercions les différents parlements
de l'avoir fait et d'avoir répliqué ce modèle. Merci beaucoup, merci. C'est vrai que ces modèles peuvent nous aider à surmonter certaines tensions et revenir sur des termes qui parfois peuvent être épineux et qui sont évoqués au sein des parlements. Nous avons un sénateur du Pakistan qui souhaite prendre la parole. Merci. Merci beaucoup. Permettez-moi de vous remercier, de remercier les Nations Unies, l'IGF d'avoir mis sur pied ce forum multiparties prenantes, étant donné que c'est quelque chose qui manquait à l'IGF, d'avoir un système avec un cadre politique où tout le monde trouve sa place. Donc j'aimerais vous remercier et rendre hommage à l'organisation de cette manifestation. Nous voyons que tout le monde a la possibilité de se retrouver ensemble, nous l'avons vu à la cérémonie d'ouverture aujourd'hui, pour résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés depuis des années maintenant. Au Pakistan, le Sénat est le premier Sénat, autant que je sache, qui ait lancé une plateforme sur la base de l'intelligence artificielle pour le partage d'informations dans des buts législatifs. Et cette initiative, sous l'égide de mon collègue Youssef Alinani, a permis de faire d'énormes progrès au sein du Parlement. Mais il y a une chose que j'aimerais mentionner. Nous considérons Internet comme étant un bien public. Bien sûr, c'est quelque chose est qui flotte autour de nous, pour ainsi dire, mais cela est quand même quelque chose que nous devons, sur lequel nous devons avoir une législation où les pays sont souverains. Donc, sur quoi pouvons-nous poser une législation? Nous tentons de légiférer sur des choses qui sont très loin de nous, qui et nous aimerions que les lois des pays soient appliquées et respectées. Souvent, on entend que nous ne sommes pas responsables pour le contenu qui est publié en ligne de la part des entreprises. Et c'est pour cela que nous avons des problèmes avec les législations que nous avons actuellement, surtout dans la protection du fait que les contenus qui sont placés sur ces plateformes sont la responsabilité des entreprises de réseaux sociaux qui appartiennent à ces plateformes. Donc pour les parlementaires qui sont dans la salle aujourd'hui, je vous invite à revoir les législations pour mettre plus de pression sur les plateformes de réseaux sociaux pour qu'elles soient responsables des contenus qui sont postés. Sinon, les choses vont tourner au vinaigre, étant donné que nous voyons que la température monte dans les parlements aujourd'hui. Les citoyens revendiquent leurs droits numériques comme ayant la même valeur que leurs droits hors ligne. Et la qualité des droits dont on dispose aujourd'hui est absolument nécessaire et ils doivent être garantis tout autant que celle des droits hors ligne. Et les pays sont arrivés au point où on envoie constamment des demandes aux représentants des plateformes et on attend que des mesures soient prises. Un processus de déclaration doit être pris et je demande à l'IGF qu'on arrive enfin à raisonner les entreprises et leur faire confiance, leur faire comprendre que avant qu'on soit noyés par tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, nous arrivions vraiment à travailler de concert. Merci à vous du Pakistan. En effet, il s'agit d'un bien public essentiel, donc apprendre de ce que vous faites comme expérience vis-à-vis des plateformes au Pakistan. Nous allons vous écouter. Essar. Merci Jennifer et Céline d'avoir organisé ce dialogue. Dr Nazar Nicolas Jama de l'IGF Tanzanie.
je suis président aussi, le président de l'association d'Internet de Tanzanie. J'ai une proposition simple. Il s'agit de mettre à jour la programmation des renforcements de capacité. L'idée est la suivante. Tout doit être renversé. Commençons par les parlements. Les assemblées nationales ont créé des commissions permanentes et sont dotées d'infrastructures. Donc, quand on fait la programmation de renforcement des capacités, la sensibilisation dans les parlements, notamment dans leurs commissions Internet. Donc, lorsque les parlements viennent à ce genre de manifestations, au lieu d'entendre des cours magistraux de la part des parties prenantes, on devrait donc entendre les parlementaires et savoir ce qu'ils obtiennent comme résultat donc sous le chapitre gouvernance auprès des parlements. Bon, un exemple, en Tanzanie, nous avons une commission permanente sur l'infrastructure. Si on arrive à ancrer ce genre de structure permanente au sein des parlements et qui assurer la supervision de la gouvernance Internet, ce serait déjà beaucoup. Il y a 10 ans, on avait songé aussi à créer un secrétariat IGF et ça c'était une des SAC qui avait eu l'idée. Donc il faut maintenant institutionnaliser la programmation de la gouvernance Internet et les questions afférentes au sein de nos parlements, de sorte à ce que lorsqu'ils légifèrent, ils vont légiférer donc à partir de cette perspective de la gouvernance de l'Internet. Merci beaucoup, chers délégués de Tanzanie. Vous avez certainement parfaitement résumé les interventions du Timor-Leste, de l'Allemagne et du Pakistan avec cette proposition. Johannes Van Straat, régulateur, je travaille pour le régulateur norvégien. Bienvenue en Norvège d'ailleurs. Je suis très heureux de vous voir. Je me sens inspirée par ces discussions. Donc il faut passer des paroles à l'acte. Je voudrais mentionner un certain nombre de mesures qui pourraient vous intéresser. D'ailleurs, je voudrais vous entendre à ce sujet. Donc, un groupe pluripartie prenante a été créé en Norvège pour augmenter la confiance dans la communication numérique. C'est un groupe d'experts national norvégiens. Il y a la police, des représentants des banques, des représentants des réseaux et des professionnels de la sécurité en ligne. Donc, on essaye de mettre en chantier des mesures de fonctionnement. Donc, faire une sorte de bouclier numérique pour rendre quasiment impossible donc d'attaquer empêcher que l'on bloque les numéros de portable. Il y en a 61 millions apparemment en Norvège à elle toute seule. Et voilà, bien sûr qu'il faut travailler avec l'industrie. Nous avons essayé d'élargir la notion donc d'approche pluripartenaire et nous travaillons avec l'industrie. Ça s'appelle One Consortium. C'est donc on a créé la Girafe. C'est un forum antifraude en ligne. On a 49 membres, y compris de Nigeria, Colombie, États-Unis, Brésil, des participants d'Australie. Il nous manque l'empreinte asiatique et donc je m'adresse aux régulateurs asiatiques. Parmi vous, adressez-vous à moi. Nous sommes tout à fait intéressés à vous avoir à la Girafe. Et 4
éléments clés qui sont ressortis chez nous, donc qu'on peut utiliser à l'échelon national, mais aussi qu'on peut utiliser à l'échelon international. Primo, donc, qui peut réglementer le spoofing, donc l'usurpation d'identité. Ensuite, know your customer, connais ton client. C'est un minimum. On doit pouvoir connaître ses clients. Troisièmement, il faut donc pouvoir retracer les fraudes et responsabilité plus transparence. Voilà, on se retrouve maintenant sur la trajectoire suivante. Maintien de la liberté de parole, mais quand même sans le maintien de la liberté de frauder. Et donc, il faut que les bons sachent comment procéder. Et bien souvent, bien sûr, ils le veulent, mais c'est à nous de tracer quand même la trajectoire de façon claire. Donc, ceux qui souhaitent suivre les bonnes pratiques, eh bien, il faut que leur rendre la tâche facile et il faut que ce soit transparent. Donc, qui suit les règles du jeu et qui ne le fait pas. Ça, c'est dans un monde parfait. Bon, on a des bonnes pratiques. On espère pouvoir terminer donc ce projet et on compte sur la collaboration avec ONU et ODC et on espère aboutir d'ici l'année prochaine. Bon, il y a un appel qui est lancé notamment aux régulateurs d'Asie, ASEAN, de collaborer avec la Norvège dans le contexte de ce projet. Vous avez la parole. Merci de cet accueil en Norvège. J'adore ce pays magnifique. Je voudrais simplement vous dire ce que nous voyons aujourd'hui est un magnifique exemple de ce qui est très important quand on parle de gouvernance Internet. ICANN, ça concerne la coordination et non pas la maîtrise. Donc, on travaille sur les écosystèmes et nous travaillons dur pour assurer que tout ce qui concerne la décision et la politique, les parlementaires de pays, tout ce travail de réglementation soit bien informé et accès aux informations techniques dont vous avez besoin pour que vous puissiez concevoir des politiques qui soient bien sûr bien informées, mais aussi basées sur le consensus, que ce soit pragmatique et opérable, interopérable sur le terrain. Car on est tous des pairs, on se réunit pour un laps de temps. Après, on doit rentrer chez nous en sachant mieux ce qui se passe chez les autres, comment ça fonctionne, cette gouvernance Internet. Et ça renforce la résilience. Et je trouve ça vraiment génial, ce volet parlementaire à IGF, car vous jouez un rôle capital pour assurer que ce soit vraiment une aventure globale et non pas qu'on ait un Internet fragmenté dans le monde. Bon, il faudrait voir si on pourrait nous fournir des informations techniques. À chaque fois que vous réfléchissez à une nouvelle législation ou un nouveau règlement, n'hésitez pas à utiliser les ressources techniques dont nous disposons à ICANN dans votre pays, mais aussi dans votre région et dans le monde entier. Merci beaucoup. C'est vrai que ICANN fait beaucoup de coordination et partage de ressources Internet. Donc, c'est formidable d'entendre également votre point de vue. Kenneth Pugh, sénateur du Chili. Thank you, Jennifer. Merci Jennifer et Céline. Kenneth Pugh, sénateur de la République du Chili, Amérique du Sud. Pourquoi c'est important de partager nos expériences? Eh bien, parce que peut-être qu'on est confronté aux mêmes problèmes, mais de manière différente. Dans mon pays, j'ai commencé il y a 8 ans au Sénat,
a constitué un programme de transformation numérique. Mais ce n'était pas une question politique. Donc, il n'y avait pas de vote. Mes collègues me disaient, tu perds ton temps, qu'est-ce que tu fais? Mais voilà, mais moi, je travaille pour la génération suivante et pas pour ma réélection. Mais bien sûr, quand on parle numérique, il faut bien sûr avoir un environnement sûr pour cette communication numérique. Il ne faut pas utiliser la définition traditionnelle. Donc, on parle de protection de données, protection d'infrastructures critiques, protection de l'environnement, tout en permettant aux personnes de jouir de leurs droits. Bien sûr, utiliser ces informations, mais toujours en respectant l'éthique numérique. Et ce que je voudrais partager avec vous, c'est nos 7 dernières années au Chili. D'abord, nous avons préparé une loi pour prévoir un mois entier dédié à ces choses-là, donc Europe et Amérique du Nord. Le mois du numérique, enfin comme vous voulez, pour mettre à jour les informations, quelles sont les nouvelles menaces et tout ce qui change dans ce domaine. Ensuite, faire des exercices numériques pour prévenir. On fait la même chose, on fait des simulations contre les séismes, des attaques, des catastrophes naturelles. Même chose pour la sécurité de l'Internet. Bon, et les entreprises, elles appliquent les normes ISO, elles cochent les cases, mais voilà, elles ne sont pas nécessairement en train de mener des exercices. Deuxièmement, forum. Nous sommes un forum à IGF. Ça veut dire quoi un forum? Ça veut dire qu'il faut que tout le monde puisse avoir voix au chapitre. Et ça doit être la même chose dans chacun de nos pays, réunir toutes les parties prenantes qui jouent un rôle. Il y a des niveaux différents, bien sûr. Petit exemple de connaissances sur Internet. Wikimedia, la fondation Wikipédia, c'est quand même le 5e site le plus utilisé au monde. Or, ils sont tout le temps en train de demander des donations. Or, si on a un Internet sans connaissances, ça ne va pas marcher. Donc, il faut améliorer les investissements. Il faut aussi du temps. Et bien sûr, la plateforme, il faut la connexion physique et permettre aussi les remontées d'informations. Qu'est-ce qu'on a fait au Chili? On utilise donc un modèle qui émane d'Oxford. Donc c'est sur une ligne d'horizon de 12-15 ans. Pourquoi on dit 15 ans? Eh bien, ça va donc du grade 1 à 12. Donc c'est une vision plus politique plutôt que 5 et 10 ans, ce qui ne nous permettrait pas d'aboutir à des résultats. Donc il faut une coalition de parlementaires qui ont des agendas numériques. C'est quoi un agenda numérique? Ça veut dire d'abord beaucoup de connaissances. Et donc, vous avez dans notre région, c'est-à-dire en Amérique du Sud, il y a aussi 3 collègues espagnols, Portugal, Brésil et tous les pays d'Amérique latine. 1 milliard de personnes tout compté. Avec l'intelligence artificielle qui est formée pour apprendre. On apprend bien sûr avec des données des pays anglo-saxons. Donc on a investi dans nos propres modèles non anglo-saxons. Et d'ailleurs, hier, nous avons eu la présentation d'une nouvelle solution, une solution norvégienne. Et on va essayer de comprendre. Il faut que cette coalition nous permette de travailler avec tous les parlementaires qui sont dotés d'agendas numériques et qui connaissent ces choses-là pour qu'on mette la barre extrêmement haut et qu'on avance ensemble. C'est toujours excellent de partager nos expériences et de faire le tri entre ce qui marche et ne marche pas. On m'appelle le cybersénateur parce que je parle toujours de ces questions-là. Mais j'espère que nombre d'entre vous donc se joindront à nous dans cet effort de politique publique.
Nous avons Madame la députée de Roumanie. Merci beaucoup. Merci de nous accueillir. Je m'appelle Logar Rassim, députée nationale parlementaire. Je vous parle en tant que parlementaire et aussi en tant que mère d'une fille de 16 ans et d'un fils de 24 ans qui utilisent tous les gadgets imaginables. Et tout ce que vous préparez ici ou dans vos pays, ils utilisent cela également. Je suis aussi présidente de la commission d'enquête sur les abus, les faits de corruption et les pétitions. La voix des citoyens nous parviennent au moment où la voix des institutions ne se fait plus entendre. Nous sommes tous rassemblés en raison des valeurs. Je vous rappelle ces valeurs: liberté d'expression, liberté de prendre l'avion et d'arriver ici pour présenter notre culture, nos problèmes, nos inquiétudes. Alors, je vous en prie, il faut utiliser cette plateforme pour promouvoir la paix, car avec la paix en ligne, on peut aussi avoir la paix hors ligne dans la vraie vie. Il est aussi indispensable d'entretenir la pensée critique, l'éducation à la pensée critique, utiliser les algorithmes pour le peuple et pas l'inverse, le peuple pour nourrir l'algorithme. Merci beaucoup pour ces rappels. Il faut utiliser l'Internet pour la paix. Je vais citer quelqu'un que je connais. L'Internet, c'est la réflexion de la société. Il faut évidemment que l'Internet soit pacifique. Assad Al-Majid. Thank you. As a matter of fact, I've been hearing. Écoutez, j'entends vos commentaires et il me semble qu'il y a quand même des questionnements particuliers, notamment se concentrer sur le discours de haine, respect des droits humains, liberté d'expression, et qu'il faut absolument coopérer internationalement là-dessus. Je vais vous poser une question. Vous, en tant que panel, en tant que parlementaire, il y a quand même un cadre juridique qui finalement ordonne tout. On a passé beaucoup de résolutions de l'Assemblée générale des Nations unies, information numérique, la cybercriminalité. La plupart de ces résolutions parlent aussi de coopération internationale, demandent aux États de renforcer cette coopération entre eux, demandent aux pays développés à apporter leur assistance aux pays en développement en matière de renforcement des capacités, car on ne peut pas faire de la coopération internationale à moins d'en avoir les moyens nationalement. En décembre dernier, les Nations unies ont adopté la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité. Un des objectifs de cette convention est bien d'étayer la coopération entre les États pour combattre le crime cybernétique en combinant donc les moyens de communication. Et donc voilà, on n'arrête pas de répéter qu'il faut cette coopération internationale. Pourquoi est-ce que je suis présent au forum IGF 2025 ? C'est vrai que j'en ai pas encore entendu parler de ce cadre juridique des Nations Unies. Bon, il n'est pas nécessairement contraignant, ça dépend donc si les traités ont été signés et ratifiés. Mais pourquoi ne pas utiliser ce cadre juridique comme socle premier, comme base de coopération? C'est une observation, une question que je vous pose. Merci beaucoup à l'Égypte. C'est vrai qu'il y a des traités et des cadres juridiques qui certainement seraient propices au renforcement de la coopération entre les États dans le domaine de la lutte contre la cybercriminalité. Thank you very much. Yekaterina Rayakov. Yekaterina Yakov du Parlement lituanien.
Bon, on a parlé des commissions de l'avenir. Eh bien, chez nous, on en a une de commission pour l'avenir. On travaille avec les différents acteurs quasiment toutes les semaines. Ils formulent des questions et on y réfléchit. Il y a aussi une commission sur le suicide, pardon, la prévention du suicide et de la violence. Et je voudrais vous parler des doubles langages. Les situations où il y a la législation, mais là où il y a de l'hypocrisie par rapport à ce que peuvent faire les réseaux sociaux et ce qu'ils ne peuvent pas faire. À chaque fois qu'on a une session parlementaire sur YouTube, on commence, on nomme la commission et après on nous bloque parce qu'il y a le mot suicide dans le titre de la commission. Donc il y a pourtant tellement de chaînes YouTube très préjudiciables et on ne les bloque pas, elles. Il y a eu pas mal d'accidents très récemment. 2 personnes ont perdu la vie suite aux défis technologiques lancés dans mon pays. La collègue a parlé de la pensée critique. Eh bien, la pensée critique, ça fait partie du programme qui est déjà complètement intégré dans nos programmes scolaires en Lituanie. Et pourtant, malheureusement, il y a beaucoup d'addictions en ligne. Les jeunes, les enfants ont accès à des sites restreints par Internet. Les statistiques sont mauvaises concernant l'effet de ces sites en principe interdits aux enfants sur les enfants. La responsabilité des entreprises. Je constate qu'aujourd'hui, il y a des lacunes, notamment il n'y a pas de mécanisme qui fonctionne bien. Il faut bien sûr chercher l'équilibre, mais plus ça dure, plus la position des gouvernements se durcit. Par exemple, à la responsabilité concernant le contenu, il faut être très clair et impliqué donc et le faire globalement, pas seulement nationalement. Donc, il faut que ça soit pas uniquement national cet effort, mais global. Effectivement, c'est toujours indispensable cet équilibre et c'est vrai qu'il nous faut les parlementaires pour protéger les enfants contre les effets préjudiciables et utiliser donc comment on peut utiliser ces connaissances, ces technologies et améliorer les réseaux. Je lis ma liste, un représentant de Africig apparemment. Peace. Oui, je m'appelle Peace Oliver Moquet. Je travaille pour une association de communication progressive. Et donc, nous sommes un hub TIC et nous travaillons avec l'Union africaine. Nous avons aussi donc cette institution Africig sur la gouvernance sur Internet. Il s'agit donc en partie d'un projet auquel j'ai consacré quasiment toute ma vie. C'est pour ça que je suis heureuse et fière de pouvoir vous parler aujourd'hui. Cette école de la gouvernance, donc il y a ICANN, ISOC, nous sommes... Et à chaque fois que l'IGF a lieu, on est présent. Le PRI nous aide aussi. Nous avons 14 parlementaires qui sont venus nous voir à Africig, à l'école de la gouvernance Internet. Et c'est vrai que à l'échelon continental africain, nous sommes toujours présents et ça permet de rencontrer les parlementaires,
veiller à ce qu'il y ait toujours ces échanges entre l'IGF et les parlements nationaux. Évidemment, il y a d'autres groupes de personnes avec qui nous travaillons. Alors, parmi les produits, ce sont des outils, en fait, mis à disposition des différents acteurs. En 2022-2023, on a émis des recommandations sur la cybersécurité, recommandations donc du point de vue du continent africain. Par exemple, recommandations pour la mise en œuvre de la recommandation de l'Union africaine sur le cadre politique, donc, aussi, ou le cadre de politique des données de l'Union africaine, et donc 2 documents importants qui concernent le libre-échange sur le continent africain. Et l'on recommande donc au groupe de travail CSTD sur la gouvernance des données. Mais ça, ce sont des exemples qui pourraient être répliqués dans d'autres régions. Chaque personne intéressée pour soutenir ces initiatives, eh bien, nous serions très heureux de partager nos expériences avec vous. Et nous vous invitons donc à interagir avec nous. Oui, c'est vrai que dans ces écoles de la gouvernance Internet, beaucoup se fait. La même chose existe pour l'Amérique latine. La prochaine personne sur ma liste. Hi, salam alaikum. Salam alaikum. Mounir Snour du Royaume du Bahreïn. Je suis parlementaire. Je voudrais vous dire une chose. Nous reconnaissons tous que l'on partage tous le même espace. Le milieu universitaire, le gouvernement, le secteur privé, la société civile doivent travailler ensemble. Plus il y aura de passerelles entre ces différents domaines d'action, mieux nous serons équipés pour promouvoir et assurer une croissance inclusive. Donc, à partir de notre expérience, législateurs, nous pouvons nous concentrer donc sur ces 3 domaines, permettre donc d'améliorer les cadres juridiques, développer des législations souples, mais qui aident à la promotion d'échanges de données, ainsi que l'échange de bonnes pratiques, assurer que les données soient considérées vraiment comme privées. Deuxièmement, renforcer et surtout investir dans le renforcement des capacités. Créer, en troisième lieu, des mécanismes de coopération de sorte à ce qu'on puisse être au fait des progrès réalisés au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'on fait au Bahreïn? Eh bien, nous avons fait de grandes avancées pour créer un écosystème numérique inclusif qui soutient la collaboration. La stratégie, dans la région du Golfe, d'ici 2030, eh bien, nous avons accéléré la transformation numérique dans tous les secteurs de l'économie. Le Bahreïn a été un des premiers pays de la région à introduire donc le nuage, donc une cloud first dans le service public.
Nous avons également investi dans la formation, il y a différents programmes de formation et qui forment et donnent des compétences informatiques avancées. Il y a également des partenariats régionaux et tout un écosystème de start-up qui pourront se raccorder au réseau international. Quelques recommandations d'ordre pratique. Soutenir le partenariat transfrontalier entre les acteurs de la société civile, du gouvernement, ou secteur public et secteur privé. D'abord, se concentrer sur les solutions qui marchent, monter en échelle les solutions qui fonctionnent, un programme d'apprentissage, de stage. Il s'agit vraiment non seulement de partager les responsabilités, mais aussi de créer une véritable opportunité pour avoir un développement inclusif. Nous voulons absolument que les pays de tout le Golfe ainsi que le Moyen-Orient profitent des bienfaits de l'Internet. Merci. Merci beaucoup pour cette expérience du Bahreïn et votre appel à collaborer encore plus dans la région et bien sûr faire de la coopération internationale. On a 8 demandes de prise de parole et avant de leur octroyer la parole, j'aimerais savoir si nous avons quelqu'un de OpenAI dans la salle. Je ne vois pas de représentant d'OpenAI. À ce moment-là, je passe la parole à l'UNESCO. Bonjour, Guilherme Canella, je suis le responsable pour la transformation numérique à l'UNESCO, mais j'ai aussi travaillé avec les journalistes pour connecter ces deux mondes. Quelques petites choses qui peuvent contribuer à la partie action de ce dialogue. Nous avons un accord avec l'Union interparlementaire pour donner la possibilité aux parlementaires un petit peu partout dans le monde d'avoir un aperçu sur les normes qui s'appliquent dans les discussions que nous menons aujourd'hui. Et il y a de bonnes nouvelles. L'année dernière, nous avons lancé un cours en ligne avec 3300 parlementaires et leurs employés qui ont assisté à ce cours pour 180 pays. Résultat, nous avons beaucoup d'intérêt dans la matière. Et deuxième chose, nous ne pouvons pas oublier le personnel, les assistants parlementaires. Parfois, les parlementaires tournent, ce ne sont pas toujours les mêmes, mais les assistants, le personnel parlementaire reste. Et dans certains pays, il y a même des instituts officiels pour former au métier parlementaire. Et ces personnes-là doivent être formées aussi. Cela doit faire partie des initiatives que nous avons mises en place avec l'Union interparlementaire. Nous avons aussi du soutien pour ceux qui sont les rédacteurs de nouvelles législations pour s'assurer que les premières moutures de ces législations sont alignées avec les droits humains. Deuxième chose, l'UNESCO travaille sur la formation des juges, des procureurs. C'est quelque chose qui a été mentionné tout à l'heure, l'importance de cette formation. Nous avons énormément de personnes qui travaillent dans ce secteur parce que les questions sont les mêmes. Nous avons un programme aussi pour les personnes qui travaillent dans les réglementations. Avec le PNUD, nous avons des personnes qui peuvent également profiter de ces cours. Donc c'est un problème qu'il faut que nous résolvions ensemble. Et c'est pourquoi j'insiste sur le besoin de former et
Pour ce qui est de la question des femmes, elles sont souvent ciblées par la violence basée sur le genre dans des situations en ligne et les femmes journalistes sont particulièrement attaquées en ligne. Il existe différents outils qui peuvent être partagés au sein de ces différents groupes. Aussi, l'UNESCO est toujours prête à prêter main forte si cela devait s'avérer nécessaire. Merci. Donc, si vous cherchez des outils pour le renforcement des capacités pour les parlementaires, mais aussi pour les personnels au sein des parlements, n'hésitez pas à vous adresser directement à l'UNESCO. Nous avons une demande de prise de parole au milieu de la salle. Sarah Lesta, directrice de la gouvernance au PNUD. C'est une bonne transition après la présentation de l'UNESCO avec Guilherme. J'aimerais ajouter quelques éléments sur la base du système des Nations Unies pour passer du dialogue à l'action. Le PNUD soutient les parlementaires dans nos pays partenaires sur la plupart des thèmes que nous avons évoqués dans la transformation numérique et de l'intelligence artificielle. Nous travaillons avec d'autres acteurs internationaux comme l'UNESCO, l'Union interparlementaire, l'Union du Commonwealth et d'autres. Nous travaillons avec toutes ces organisations pour assurer la formation, le renforcement des capacités, les réseaux par les pairs, la coopération, mais aussi des outils pratiques pour la surveillance et la supervision ainsi que l'engagement des publics sur ces thèmes. Le PNUD, avec l'Union interparlementaire, va animer un groupe d'experts pour ce travail. Donc ça, c'est quelque chose sur quoi je voulais attirer votre attention dans la salle. Il s'agit d'une plateforme pour les parlementaires, le personnel aussi parlementaire et les organisations pour échanger des informations sur ces questions, partager les bonnes pratiques et développer des ressources conjointement. Dans ce groupe d'experts, nous avons des représentants d'autres organisations, CPA, IGF et d'autres. En ce sens, il est important de noter que le PNUD, avec l'Union interparlementaire, va organiser une réunion sur la manière dont on peut façonner l'avenir avec l'intelligence artificielle. Ça sera organisé à Kuala Lumpur, en Malaisie, à la fin de l'année. Nous voulons réunir des parlementaires de toute la région, mais aussi du personnel qui travaillent dans les parlements sur une intelligence artificielle plus responsable. Je participe à une autre séance. Donc là, ça, c'était plutôt une petite annonce. On va en discuter demain et je vous invite à y assister si vous souhaitez en savoir plus sur ces points. Merci beaucoup. Merci à l'UNESCO aussi et merci au PNUD. Et cette invitation à l'action est absolument essentielle. Donc, il y aura donc cette conférence à Kuala Lumpur à la fin de l'année. Nous avons Sean au milieu de la salle. Merci Jennifer, merci Céline de m'avoir invité. Je suis Sean Ma, le vice-président de EY, qui est une organisation de services que vous connaissez certainement. Je ne suis pas membre du Parlement ni ancien député, mais j'ai travaillé pour d'anciens députés au sein du Parlement des États-Unis. Et en tant que parlementaire qui s'appelait Morris Rudolph d'Arizona. Il était très connu pour sa patience. Très souvent, c'était l'un des derniers intervenants au cours de listes de prise de parole au Parlement. Et il prenait la parole et il a dit « Bon, je crois que tout a été dit, mais tout le monde ne l'a pas dit ». Et en général, c'est à partir de là qu'il faisait son commentaire et il revenait habituellement sur les points qui avaient été soulevés par par les intervenants précédents. Donc, Jennifer, vous nous invitez à partager les étapes suivantes, la démarche et le cheminement. Et c'est vrai qu'on a déjà beaucoup réfléchi à ces thèmes-là et j'aimerais faire quelques observations
la confiance est, vraiment le fondement sur lequel nous devons nous appuyer. Tout d'abord, la communication et les forums tels que celui-ci jouent un rôle absolument essentiel pour la communication, pour la manière dont laquelle les parties prenantes et l'écosystème numérique fonctionnent. Et ensuite, la vérification. Je ne sais pas si nous avons quelqu'un dans la salle qui parle le russe, et je suis désolée parce que je vais certainement massacrer votre merveilleuse langue, mais il y a une citation que j'aimerais nommer. Faites confiance et vérifiez. Et cela est au cœur des préoccupations auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, parce que peu importe qu'on soit dans le secteur privé, le secteur public, non gouvernemental, comment vérifier que l'intelligence artificielle ou autres technologies ou systèmes qui ont été développés, déployés et que nous utilisons au quotidien, comment pouvons-nous nous assurer qu'ils sont ce que nous pensons qu'ils sont sûrs, efficaces, fiables? Il s'agit là d'un point crucial, primordial, qui demande à nous tous de travailler, et ce, à tous les échelons de la société. Nous passons énormément de temps à réfléchir à ces thèmes. Nous pensons qu'il y a une démarche pratique qui peut être entreprise pour créer de la confiance en les technologies qui jouent un rôle de plus important dans nos vies et dans nos quotidiens. Le fondement de notre organisation, c'est l'audit, réaliser des vérifications, des audits de gouvernement. Il s'agit d'un principe de base, et la technologie qui nous accompagne aujourd'hui ne doit pas être enfermée dans une boîte noire et rester complètement opaque et obscure pour nous. Nous avons la capacité de la comprendre. Nous devons nous assurer qu'elle est bien gouvernée, qu'elle est en conformité avec toutes les règles, les règlements, législation, et aussi qu'elle soit efficace pour remplir les objectifs pour lesquels elle a été constituée. Si vous souhaitez discuter de ce que nous faisons dans ce secteur, n'hésitez pas à vous adresser à moi directement. Je souhaite vous remercier pour tout le bon travail qui est abattu à l'IGF dans vos pays et partout dans le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, Sean, qui nous a rappelé que la confiance est vraiment la pierre angulaire de tout travail en étroite collaboration. Nous avons le sénateur Salisu du Nigeria qui souhaite prendre la parole. Merci. Sénateur Salisu du Nigeria, je suis le président du comité sur la cybersécurité dans mon pays et le responsable aussi du réseau interparlementaire ouest-africain sur la gouvernance cybernétique. Donc j'aimerais tout d'abord vous dire que j'ai un commentaire, et puis une observation, et enfin une demande ou une requête. Je vais commencer par mon premier commentaire. J'aimerais insister à quel point je suis ravie de voir qu'on ait organisé ce volet parlementaire de discussion. Parce que vous voyez que les parlementaires sont très impliqués parce que ces thèmes sont importants à nos yeux, à tous, et nous pouvons le constater. Nous avons des personnes qui viennent de l'hémisphère nord, de l'hémisphère sud. Tout le monde semble intéressé par cette discussion, et je remercie l'IGF de nous avoir offert cette plateforme. Et nous avons aussi l'UNESCO, le PNUD, ICON et d'autres qui sont parmi nous aujourd'hui pour mettre un accent différent aussi, ou nous offrir une perspective autre. Mais ces questions ou ces problèmes auxquels nous sommes confrontés sont tous les mêmes, que ce soit en Malaisie, au Pakistan, l'île Maurice. Et les problèmes sont les mêmes, les défis sont les mêmes. Le problème lié
à la législation, comment légiférer correctement, de manière adéquate compte tenu des développements actuels, en tenant compte aussi du fait que les grandes plateformes doivent être tenues pour responsables. Si vous avez un sénateur américain qui nous écoute aujourd'hui exprimer notre frustration, que ce soit la Roumanie, les Philippines ou d'autres, qui expriment leur frustration sur le rôle des big tech aujourd'hui, qui sont des entreprises américaines pour la plupart et qui ne respectent pas les législations, les valeurs internationales et qui ne traitent pas les questions de la désinformation et de la mésinformation. Je pense qu'il serait intéressant à la prochaine organisation IGF d'inviter ces personnes-là. Nous avons des personnes d'Afrique, d'Asie, d'Europe, de partout dans le monde. Je pense qu'il faut que qu'il serait intéressant aussi d'avoir ces représentants-là, ces personnes qui légifèrent aux États-Unis pour nous assurer que les grandes entreprises technologiques réagissent, qu'elles soient aussi soumises à des réglementations et que cette réglementation soit adoptée aussi lorsqu'elles dépassent les frontières des États-Unis et qu'elles opèrent dans d'autres pays. J'ai écouté avec beaucoup d'attention tous les commentaires qui ont été faits jusque-là. Merci à tous nos collègues des quatre coins du monde. Merci pour les législations qui ont été passées, adoptées, promulguées. J'aimerais que nous disposions d'une plateforme sur laquelle nous pourrions consulter ces différents résultats. Parce que personnellement, je vais être le chef de file d'un effort pour une législation ou pour un amendement dans la législation sur notre législation sur le cybercrime et j'aimerais avoir la possibilité de consulter vos législations, de savoir s'il y a quelque chose peut-être de nouveau, quelque chose que nous pourrions adopter qui a été adopté peut-être dans d'autres pays ou dans des conventions des Nations Unies et que nous pourrions aussi dupliquer. Je pense qu'il est important que nous partagions toutes ces informations, que nous puissions consulter une telle plateforme pour pouvoir poursuivre la discussion, pas seulement pendant les quelques jours au cours desquels se déroule la conférence IGF, mais quelque chose qui soit beaucoup plus pérenne et que nous puissions consulter régulièrement. Je vous souhaite vraiment énormément de bonnes choses. Merci au bureau, merci au secrétariat et je vous remercie encore une fois de la part du Nigeria. Merci et merci de la part du secrétariat. Le secrétariat a pris bonne note de vos commentaires et tentera au mieux de les respecter. Nous avons ensuite un participant égyptien, une participante qui souhaite prendre la parole. Merci beaucoup. Je suis députée égyptienne et cela me ramène à un dialogue que nous avons mené en Égypte au sein du Parlement. À chaque fois qu'il y a des financements, à chaque fois que nous mettons en place un dialogue, je pense qu'il faut aller plus loin qu'un simple échange d'informations. Nous avons des agences des Nations Unies, le PNUD et d'autres qui viennent et qui nous donnent des informations. Mais je crois qu'on ne peut pas avoir un véritable dialogue s'il n'y a pas une véritable transmission à des entités qui vont ensuite pouvoir réagir. Nous avons un réseau africain sur la gouvernance de l'Internet. Ce réseau s'appelle APNIC et dispose d'une grande valeur ajoutée pour voir ce qui fonctionne dans tel ou tel pays et ce qui pourrait être réappliqué ou dupliqué dans un autre pays. Je pense que c'est absolument nécessaire lorsque des nouvelles choses se produisent, que les gouvernements soient redevables, que ce soit sur l'intelligence artificielle, sur la connectivité. Et je pense que l'échange d'informations est primordial. Nous avons une première mouture sur la gouvernance de l'Internet au Parlement aujourd'hui.
et j'ai tiré énormément d'enseignements des discussions que nous avons pu mener, de ce qui a été fait dans d'autres pays africains et un petit peu partout ailleurs dans le monde. Donc un message clair de ma part, nous avons besoin d'une plateforme telle que l'IGF et nous travaillons naturellement aussi au sein du groupe africain de l'IGF et je crois que le volet parlementaire pourrait se réunir aussi régulièrement pour discuter avec des agences des Nations Unies, des experts, que nous ayons la possibilité d'échanger et de discuter parce qu'il y a une fracture de connaissances, des fossés qu'il faut que nous arrivions à combler pour pouvoir mieux agir. Je crois que cela nous permettra justement de vraiment jeter des ponts et de pouvoir avancer et d'aller plus loin. Merci beaucoup, merci à l'Égypte et ce lien aussi que vous avez fait sur la plus grande région africaine dont l'aspect régional au-delà de l'aspect national de l'IGF. Je crois que j'ai une réponse de l'Union interparlementaire. Si vous voulez réagir à ce que nous disait tout à l'heure le monsieur du Nigeria. Nous prenons bonne note de ces requêtes et de ces observations du Nigeria sur un échange continu d'informations sur ce qui est fait sur ces thèmes. L'une des initiatives que nous avons en place à l'UIP, c'est un résumé, un abrégé sur les politiques de l'intelligence artificielle que nous observons. Nous tentons de voir quel type de mesures sont prises ici et là en matière de législation, des rapports de comité, des enquêtes, des déclarations, pour que les parlementaires puissent consulter ce qui est fait par leurs homologues dans d'autres pays et pour qu'on puisse, encore une fois, tirer des enseignements des uns des autres comme nous le faisons dans le cadre de ce forum. Et 37 parlements sont listés jusque-là et d'autres considèrent un cadre plus spécialisés sur l'intelligence artificielle, d'autres des comités, ce sont au sein des comités d'éducation que se font les choses. Donc il y a différents types d'actions qui sont prises ou de manières d'appréhender le problème et je pense que c'est très intéressant de pouvoir les consulter. Et nous avons le Parlement européen qui souhaite prendre la parole. Merci beaucoup de me donner la parole. C'est un thème qui est tout à fait pertinent et force est de le constater dans des différentes interventions. Nous sommes aujourd'hui, au moment où nous trouvons au sein de l'Union européenne, dans un processus très intéressant de l'implication des parties prenantes, mais aussi d'aller plus loin et de travailler avec d'autres régions, c'est-à-dire la législation sur l'intelligence artificielle, et j'ai été l'un des négociateurs en chef de cette législation, a été développée dans le cadre d'une collaboration pluripartie prenante. Nous avions des universitaires d'autres parties du monde, pas uniquement de l'Union européenne, qui ont apporté leur contribution. Et nous sommes maintenant en passe de finaliser ce document pour savoir comment nous pouvons opérationnaliser cette législation sur l'intelligence artificielle de la manière la plus adéquate, avec des risques systémiques qui, naturellement, nous touchent du fait du manque de prévisibilité des résultats. Et nous avons un premier éventail de règles. Et en ce qui concerne l'aspect haut niveau de l'intelligence artificielle, à savoir le moteur qui porte le système aujourd'hui, nous avons besoin, et encore une fois, je mets ma casquette de législateur lorsque je dis ça, nous avons besoin de la participation des différents acteurs qui sont en charge de la mise en place de ces réglementations. Parce que les institutions
font face à des difficultés dans la mise en œuvre et l'application de ces règles sur des entités très complexes, par exemple les entreprises de technologie qui sont très puissantes et qui sont les acteurs principaux de ces processus. C'est pourquoi nous devons éviter que ces acteurs soient les seuls et les uniques personnes qui aient leur mot à dire et disposer de plus de transparence pour éviter les risques, surtout lorsqu'il s'agit de sujets brûlants. D'un autre côté, nous avons besoin de la coopération de ces grandes entreprises pour que les choses deviennent opérationnelles et pour éviter une situation de confrontation avec ces grandes entreprises dans la manière dont nous appliquerons nos règles. Il faut que nous les consultions. Il faut que nous ayons une implication très active que nous avons anticipée dans la mise en place de ces documents. En tant que parlementaire qui travaille aussi sur dans le groupe de travail de mise en œuvre de la législation sur l'intelligence artificielle, et je vous dis ça au titre de membres de ce groupe de travail, les résultats sont meilleurs dans la défense des droits fondamentaux et dans la réduction des risques sur les droits fondamentaux, c'est-à-dire tout ce qui remet en question la démocratie par le biais de modèles puissants. Comment pouvons-nous nous exprimer en ce qui concerne les droits d'auteur, le copyright et la transparence en aval? Ainsi que ceux qui déploient les technologies et affectent les utilisateurs. Sur cette partie de la transparence, je pense qu'il y a encore du travail à faire. Mais nous finalisons ce document d'ici le mois d'août et je pense qu'il s'agira là d'un papier très intéressant pour la réglementation de ces modèles. Mais je pense que ce qui est intéressant ici, c'est de tenir compte du cheminement, du parcours que nous avons pris pour parvenir à ce résultat en impliquant les jeunes, des personnes hors Europe aussi dans ce travail. Je voulais vous expliquer ce raisonnement-là, parce que la difficulté à laquelle nous avons été confrontés lorsque nous avons voulu contenir et en même temps contrôler des acteurs qui ont parfois autant de pouvoir que des acteurs étatiques, même si ce n'est pas le cas. Nous avons voulu les inclure dans ce processus pour que nous puissions mieux vérifier leur comportement et de manière plus transparente. Alors, le temps est malheureusement... il n'y a malheureusement plus beaucoup de temps, donc s'il vous plaît, soyez prêts à prendre le micro. Je vais passer à notre première intervenante devant, ensuite l'Union africaine, ensuite Liliane et notre dernier orateur, Uneka. Merci. Désirée Milosevic, je suis coprésidente d'un groupe donc pour le comité technique RIPE. Bon, il y a énormément d'échanges. Je voudrais vous présenter RIPE NCCC. C'est un organe de coordination technique qui fait un travail essentiel pour entretenir un Internet robuste et résilient en enregistrant les adresses IP et autres ressources clés. Et donc, on fait la liste de l'enregistrement de ces adresses IP en Europe, en Asie, bien sûr, et au Moyen-Orient. Bien sûr, ça contribue aux objectifs de développement durable pour connecter ceux qui ne sont pas encore connectés au net avec beaucoup d'acteurs, y compris les gouvernements et les parlementaires, pour les aider à faire du renforcement de capacité pour cette
fondation qui est la nôtre, et puisque donc l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, etc., beaucoup de technologies sont fondées sur l'Internet. Bon, il ne s'agit pas uniquement de faire du renforcement de capacité en faisant intervenir les autres, mais en faisant des formations de perfectionnement pour les ingénieurs informaticiens. Ça fait partie de notre mandat dans les régions que j'ai citées. Alors, le forum de la gouvernance Internet, c'est certainement la première enceinte de discussion. Il faut reconnaître que vous avez vraiment su faire du dialogue inclusif, et je pense que c'est absolument indispensable. Il faut arriver avec des outils, mais aussi de la confiance, comme l'a dit mon collègue de l'Union européenne, partager ses savoir-faire, se soutenir, investir dans la plateforme d'élaboration de politiques et poursuivre surtout coûte que coûte ces efforts. J'ai conscience du temps qui file, donc je vais m'arrêter ici. Venez nous voir chez RIPE NCC et nous continuerons la conversation sur les IP, donc ce que nous faisons. Il est clair que nous suivons tout ce qui se passe en Union européenne, notamment, par exemple, en Europe centrale, en Asie de l'Est, au Moyen-Orient. Nous discutons avec nos homologues là-bas. Merci. C'est vrai que vous faites énormément profiter de la présence de RIPE NCC pour poser des questions. L'Union africaine a la parole. Abdel Suleiman. Merci. Je voudrais parler au nom de l'Union africaine et APNIC, c'est le réseau de parlementaires africains. Nous l'avons lancé en 2022. Nous étions nerveux. On ne savait pas si on allait survivre. On s'est dit on va se concentrer d'abord sur deux choses. Primo, veiller à ce que, donc en tant que membre de l'IGF Afrique, de jouer notre rôle et aussi travailler dans le domaine du renforcement des capacités. D'ailleurs, grâce au soutien reçu de UNDSA, donc du département sur les affaires sociales et économiques des Nations Unies, nous avons pu donc travailler à développer une politique continentale numérique. Donc, tout ce qui concerne l'élaboration, la mise en œuvre et la vérification. Maintenant, nous dépendons des États membres et souvent, ce ne sont pas des parlementaires. Or, nous voulons absolument que les parlementaires soient inclus dans ce cycle d'élaboration de législation. Nous voulons aussi que les parlementaires reçoivent des formations continues. Ça a été mentionné, me semble-t-il, à plusieurs reprises que c'était important d'assurer la formation continue des parlementaires. Et nous invitons donc tout parlementaire africain à participer à ce que nous faisons à l'IGF Afrique. Nous avons en effet un nouveau programme. Il s'agit donc d'une coopération avec l'Union européenne, un programme PRIDA pour politique de réglementation de l'Internet en Afrique. Donc nous voulons absolument que vous bénéficiez donc de formations, étant donné que l'environnement évolue très très vite, pour que vous puissiez donc faire votre travail d'élaboration de politique. Et puis, nous voulons bien sûr que dans les processus onusiens, les parlementaires puissent également participer aux négociations. Nous avons des agents à New York
Mais il est clair que ce serait formidable s'ils pouvaient fournir leurs informations, leurs conseils aux parlementaires. Donc, on a travaillé avec un parlementaire du Nigeria. Je l'ai bien écouté. C'est sûr que, cher parlementaire du Nigeria, je vous ai bien entendu et je souscris à ce que vous avez dit. Donc, il y a l'IGF Afrique, l'IGF Nations Unies, mais je pense qu'il faut qu'on ait un volet parlementaire à lui tout seul. Encore deux interventions. Je remercie la technologie, plutôt aux techniciens, de nous accorder encore quelques instants. Liliane de CIPISA, si l'interprète a bien compris, les techniciens et les interprètes vous accordent quelques instants encore. Oui, j'ai conscience que je retarde la fin de cette session. Je m'appelle Liliane Naroka, je suis de Kampala en Ouganda et je travaille avec CIPESA, collaboration pour la politique universitaire pour l'Afrique de l'Est. Nous faisons du plaidoyer pour les politiques numériques inclusives en Afrique. Notre travail avec les parlementaires, d'abord dialoguer avec eux en Ouganda et en Afrique de l'Est sur la légifération en matière numérique. Et je suis heureuse que vous ayez mentionné après NIC, c'est de renforcer les processus nationaux en Ouganda. En effet, on a un parlementaire qui fait partie de APNIC et on a 31 membres qui sont très actifs, il faut dire. Cette année, lorsqu'on a tenu le forum sur la gouvernance de l'Internet, et ça a été ouvert officiellement par un parlementaire d'Ouganda et le ministre était même présent au Parlement ougandais. Je voudrais inviter les parlementaires ici présents. C'est vrai qu'on écoute beaucoup de choses sur les processus, mais quand on rentre, il faut qu'on puisse passer à l'acte et concrétiser ces propos. Alors, même si on ne sait pas exactement ce qui va se passer avec l'IGF après l'Illustrum, mais il faut quand même qu'on puisse continuer à fournir des informations. Donc, peut-être, si on a l'AFPRI en Afrique, il faudrait qu'il y ait d'autres structures similaires sur les autres continents. APNIC en Afrique a surtout travaillé sur le renforcement de capacités. On reçoit aussi de l'aide de la GIZ allemande au travail au niveau de la communauté d'Afrique de l'Est pour encourager l'adoption en Afrique de l'Est d'une stratégie Internet. Et nous aidons les parlementaires à saisir les tenants et aboutissants de cette politique. C'est vrai que au fil des élections, on change de législature, donc il y aura de nouveaux parlementaires cette année en Ouganda. Donc il faut bien sûr continuer ces formations pour assurer la continuité. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce que nous faisons en Afrique de l'Est. Merci beaucoup. Merci Liliane pour ce partage. Vraiment un excellent travail qui provient d'Afrique de l'Est. Yuneka, il me semble que vous allez parler en français. Ask me to speak in French, it's okay. My name is Dr. Maktar Sek. I'm the Chief of Technology. Je m'appelle Ftafnek de la Commission des Nations Unies pour l'économie, les questions économiques en Afrique, UNECA. En bref, je m'exprimais en français.
Qu'est-ce que nous avons remarqué au niveau du continent africain? Les parlementaires ont un rôle important au niveau de l'élaboration des lois politiques et règlements au niveau de leur pays, surtout en matière de technologie de l'information et de la communication. Et ceci, ce n'est pas seulement en Afrique, c'est dans tous les pays du monde, c'est le rôle du parlementaire de voter les lois, de les examiner, de faire des amendements. Le problème qui se pose en Afrique, c'est que nos parlementaires ne sont pas bien formés aux outils. Avec le développement rapide de ces technologies de l'information, on parle de emerging technology, frontier technology, on parle d'intelligence artificielle, on parle d'Internet des objets, on parle de nanotechnologie, de biotechnologie, on peut parler aussi de quantum technologie plus tard. Comment outiller nos parlementaires? À UNECA, nous avons un programme de capacity building, de renforcement des capacités de ces parlementaires africains. Comment on renforce leurs capacités? On a des modules de formation sur ces technologies, AI, blockchain, comment on peut développer les policies et aussi des guidelines pour les parlementaires pour pouvoir adopter les politiques en matière les stratégies nationales en matière de technologie de l'information. Plusieurs parlementaires en ont bénéficié. Donc on a organisé récemment, durant African IGF en Tanzanie, un cours sur l'intelligence artificielle politique et aussi à Cotonou. Je vous rappelle que ICA also gère le African Internet Governance Forum, secrétariat avec l'Union africaine. Une autre activité, I think the honorable delegate from MP from Nigeria highlighted, it is knowledge sharing. L'autre chose qui est importante, c'est le partage de connaissances, une plateforme d'échange des bonnes pratiques pour tout le continent et d'autres régions. Quelles sont les meilleures législations, les meilleures réglementations de ces technologies et que fait l'Amérique latine, l'Europe, et qu'est-ce qu'on va faire pour développer une directive africaine concernant la et désinformation, qui est un problème énorme sur notre continent. Nous comptons développer une plateforme d'échange sur ce même sujet de la désinformation pour informer tout le monde de ces pratiques et qu'ils en tiennent compte dans leur adoption de politique. Et voilà ce que nous faisons à UNECA, la Commission des Nations Unies pour les affaires économiques. Félicitations à Jennifer et à sa collègue pour un panel rondement mené. Écoutez, je trouve que c'est vous qui méritez les applaudissements. Partage de ressources, d'expérience. On a entendu que la confiance est évidemment le socle premier et la nécessité de maintenir l'équilibre. On sait qu'à l'IGF, il y a énormément d'échanges. J'espère que vous profitez à fond de cette opportunité. Il y aura des informations d'intendance qui vous seront fournies dans quelques instants, car il y aura une autre séance immédiatement après la petite pause. Le secrétariat est en train de rassembler toutes les informations et idées et suggestions fournies par vous-même pendant cette session. Merci infiniment. Petite pause.